Voici encore une question typique d'examen. Nous avons une masse M qui est un cube de côté 2L qui est initialement immobile et tiré avec une force F horizontale constante qui s'applique à une distance x du centre de gravité. On donne deux coefficients de frottement et on a 5 sous-questions. Dessinez d'abord les forces agissant sur le bloc. Déterminer à quelles conditions sur la force F le bloc ne peut pas rester immobile. Ensuite, dans la question 3, le bloc glisse et on demande à quelle distance petit d la force de frottement et la force normale s'exercent pour que le cube ne bascule pas. Et on indique en plus que la distance d est calculée à partir de A et vers la gauche. On demande de déterminer à quelles conditions sur x cette distance d est positive. Et puis, la masse part d'une vitesse nulle et on demande quelle est la vitesse de la masse quand il a parcouru une distance grand D. Plaçons d'abord les forces. Il y a bien entendu le poids qui s'applique au centre de masse et puis la force de frottement et la force normale qui s'applique en un point à une distance D du centre de gravité et ce à gauche comme indiqué dans l'énoncé. Le système est immobile, donc la force grand F est égale à la force de frottement petit f, et la force normale grand N est égale à mg. La force de frottement statique doit être plus petit ou égale à mu statique fois la force normale. On en déduit donc que la situation est statique si grand F est plus petit que mu statique fois mg. Donc si la force est plus grande que mu statique mg, l'objet ne peut pas rester immobile. Pour la sous-question 3, on doit déterminer le moment total qui s'exerce sur ce bloc. Le point le plus intéressant pour calculer ce moment est le point P qui est à la distance petit d du centre de gravité. Au point P, le moment de la force normale et la force de frottement est nul. Il ne reste qu'à calculer le moment du poids qui est égal à petit d fois grand mg et qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et le moment de la force F qui est égal à L moins x fois F qui tourne dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Il y a donc équilibre de rotation si le moment de la force F est égal au moment du poids, et donc on trouve que petit d doit être égal à L moins x fois F divisé par mg. Il faut que d soit positif, et donc il faut que petit x soit plus petit que grand L, ce qui est toujours le cas. Pour la dernière sous-question, on utilise le théorème de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique après moins l'énergie cinétique au départ, qui est nulle, est égale au travail de la force. La force est une constante, donc c'est la force fois le déplacement. On en déduit donc que la vitesse après une distance grand D est égale à la racine carrée de 2 fois la force fois la distance D divisée par la masse. Dans cette question, on lui dit que la Lune tourne dans un mouvement circulaire en 27 jours autour de la Terre. On demande premièrement de déterminer la distance Terre-Lune, de déterminer ensuite l'énergie mécanique totale de la Lune, et puis enfin de déterminer l'énergie cinétique de rotation de la Terre. On écrit donc l'équation du mouvement de la Lune. On sait que l'accélération est oméga carré fois la distance Terre-Lune et que la force qui met en action cette Lune est la force de gravitation, G fois la masse de la Terre fois la masse de la Lune divisé par la distance Terre-Lune au carré. On en déduit donc que la distance Terre-Lune au cube est égale à G fois la masse de la Terre divisé par oméga au carré. La vitesse angulaire oméga est 2π divisé par la période. La période est de 27 jours, donc 27 fois 24 heures fois 3600 secondes. Donc oméga est de l'ordre de 2,69 10 exposant moins 6 par seconde. Connaissant la vitesse angulaire oméga, on trouve donc que la distance Terre-Lune est la racine cubique de g fois la masse de la Terre divisé par oméga carré, et on trouve 3,8 10 exposant 5 km. L'énergie mécanique totale est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle gravitationnelle. Et on a vu que dans le cas d'un mouvement circulaire dû à la gravitation, l'énergie mécanique totale est moins 1,5 g la masse de la Terre, masse de la Lune, divisé par la distance Terre-Lune. On injecte les données et l'énergie totale est moins 3,86 10 exposant 28 joules. L'énergie cinétique de rotation est 1,5 I oméga carré. Le moment d'inertie de la Terre est 2/5 la masse de la Terre fois le rayon de la Terre au carré. La vitesse angulaire oméga de rotation est 2π sur la période, c'est-à-dire 24 heures. On injecte les données et on trouve que l'énergie cinétique de rotation de la Terre sur elle-même est de 2,56 10 exposant 29 joules.
Cette question étudie le mouvement de deux masses qui sont reliées à travers deux poulies qui sont en rotation. La sous-question 1 nous dit qu'il n'y a strictement pas de frottement, que la masse M2 descend et que la masse M1 monte. Et on demande d'écrire les équations de mouvement de masse M1, M2 et des deux poulies, de déterminer l'accélération dans le système ainsi que toutes les tensions dans les cordes, et puis de calculer l'énergie cinétique à l'instant T total du système. Je dessine toutes les forces dans le système. Bien entendu, il y a le poids M2G, le poids M1G, la tension T2 qui agit de la corde sur la masse M2, la tension T1 de la corde sur la masse M1, les effets réciproques T1 sur la poulie, T2 sur l'autre poulie, et enfin la tension T dans la corde horizontale. La vitesse d'ascension de M1 est la même que la vitesse de descente de M2. Je choisis donc un axe vertical vers le haut pour étudier le mouvement de M1 et vertical vers le bas pour étudier le mouvement de M2. L'équation du mouvement de M1 est M1 fois son accélération égale moins M1G plus T1, puisque j'ai orienté le système vers le haut. Par contre, l'équation de M2, c'est M2 fois la même accélération, mais cette fois-ci vers le bas, égale M2G moins T2. De même, l'équation de mouvement de la poulie de gauche est le moment d'inertie fois la dérivée de la vitesse angulaire oméga par rapport au temps égale le moment d'effort, c'est-à-dire RT moins T1. Pour la deuxième poulie, nous avons la même équation, le moment d'inertie fois d oméga dt égale R T2 moins T. Mais la vitesse angulaire de rotation de la poulie doit être cohérente avec la vitesse de montée ou de descente des masses. Et donc on doit avoir que oméga fois R égale V, c'est-à-dire que la dérivée de oméga par rapport au temps est égale à l'accélération divisée par le rayon de la poulie. Donc le moment d'inertie de la poulie fois son accélération angulaire égale simplement la masse petit m fois le rayon de la poulie fois l'accélération des masses m1, m2. Finalement, les équations de mouvement des poulies sont la petite masse m fois r, le rayon de la poulie fois l'accélération égale r fois t moins t1, et la deuxième poulie, mra, égale r fois t2 moins t. Dans les équations de la poulie, on peut simplifier par le rayon de celle-ci qui disparaît du problème. Pour déterminer l'accélération, il suffit d'additionner les quatre équations de mouvement et les forces internes T, T1 et T2 disparaissent. On obtient donc que l'accélération égale la différence de masse M2 moins M1 divisé par M1 plus M2 plus 2 petit m fois petit g. Connaissant l'accélération, on peut déterminer les tensions en insérant la valeur de l'accélération dans l'équation du mouvement de la masse M1, de la masse M2, de la poulie de gauche et de la poulie de droite. Et on détermine ainsi la tension T1, la tension T2 et la tension T. En insérant maintenant les données numériques de M1, de M2 et de petit m, on trouve que l'accélération est 2,94 mètres par seconde carré, la tension T1 de 6,47 newtons, T2 de 7,06 newtons et T de 6,76 newtons. Voici encore un problème de type tir parabolique. Une bombe est lâchée d'une certaine hauteur h avec une vitesse horizontale v0. Un missile est envoyé avec une vitesse v1 faisant un angle alpha. Et on veut déterminer la vitesse v1 pour que ce missile rattrape cette bombe, de déterminer ensuite le lieu xz où l'interception a lieu et de déterminer une vitesse minimale de la bombe v0 pour que l'interception soit possible avant de toucher le sol. Il y a deux objets, donc il y aura deux équations du mouvement. Pour l'objet 0, la position x0 à l'instant t, c'est v0 fois t. Et la position z de cet objet 0, c'est la hauteur h moins 1,5 gt carré. Pour le missile, l'objet 1, la position x à l'instant t, c'est la vitesse v1 cosinus alpha fois t. Et la hauteur z à l'instant t, c'est v1 sinus alpha fois t moins 1,5 gt carré. Il y a rencontre s'il existe un temps grand T où la position x de deux objets est la même et la position z des deux objets est la même. Donc il faut que v0 fois grand T soit égal à v1 cosinus alpha fois grand T pour que les deux x soient identiques. Et il faut que h moins 1,5 g grand T au carré soit égal à v1 sinus alpha grand T moins 1,5 g grand T carré. Dans la première équation, le temps grand T se simplifie
Et dans la deuxième équation, moins 1 demi gt carré se simplifie. De la première équation, on déduit que V1 doit être égal à V0 divisé par le cosinus alpha. Connaissant V1, on déduit de la deuxième équation le temps grand T de la rencontre, grand T égale H cosinus alpha divisé par V0 sinus alpha. Connaissant le temps grand T d'interception, on peut trouver la position grand X qui vaut H cosinus alpha sur sinus alpha, c'est-à-dire ici 400 mètres, et la hauteur grand Z d'interception qui vaut ici 77,78 mètres. La dernière sous-question nous demande la vitesse minimale V0 pour que la hauteur d'interception soit au-dessus du sol, c'est-à-dire pour que Z soit plus grand ou égal à 0. On trouve donc directement de l'inéquation Z plus grand ou égal à 0 que la vitesse V0 doit être plus grande que la racine carrée de G fois H demi fois le cosinus alpha divisé par le sinus alpha. Les données numériques nous donnent à ce moment-là que V0 doit être plus grand que 51,64 mètres par seconde.